Salut à tous. Aujourd'hui dans notre série L'histoire d'un personnage, nous allons nous attarder sur un super-héros qui ne sera étranger à aucun d'entre vous. C'est en 1962 qu'apparaît pour la première fois dans le 15e numéro du comic book Amazing Fantasy ce personnage, Spider-Man, imaginé par Stan Lee, qui sera aussi à l'origine de Hulk, Iron Man, les X-Men et bien d'autres. Alors vous connaissez tous l'histoire de Peter Parker, qui subit la morsure d'une araignée radioactive qui lui confère tout un tas de pouvoirs, à savoir principalement force, agilité et la capacité de se servir de toile. Et Spider-Man fait très certainement partie du trio, en compagnie de Superman et de Batman, des super-héros les plus célèbres, ce qui s'explique en partie par son personnage, Peter Parker, un jeune homme frêle et timide, bien différent des archétypes habituels des super-héros. Et bien entendu, Spider-Man a eu le droit à toute une ribambelle de jeux. Ceux-ci ont-ils permis à l'homme araignée d'asseoir sa notoriété, ou au contraire de la décrédibiliser? C'est précisément ce que nous allons voir. Quel est donc le premier jeu accueillant Spider-Man? Eh bien, c'est en 1983 que ça se passe, avec Parker Brothers qui en développe un épisode pour l'Atari 2600, un climber game, un jeu d'escalade, genre populaire dans les salles d'arcade de l'époque, bien que rapidement abandonné au profit des jeux de plateforme. Le but principal est donc d'obtenir un maximum de points. Pour cela, il nous faut désamorcer des bombes en passant dessus tout en évitant les malfrats aux fenêtres et le bouffon vert qui se balade. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant, un titre qui n'aura pas véritablement marqué les esprits. L'année suivante, on peut l'apercevoir en tant que héros d'un jeu d'aventure textuel pour les micro-ordinateurs. L'intrigue est certes prenante, mais on ne profite malheureusement pas des capacités de l'homme araignée. Il est aussi en compagnie de Captain America, le personnage jouable d'un jeu de combat où l'on affronte des adversaires issus de l'univers comics. Un jeu de Paragon Software franchement très médiocre. La réflexion aussi assez retorse d'ailleurs, jouant principalement sur des interrupteurs à activer pour se frayer un chemin à travers les différents tableaux. Alors cette fois-ci, notre super-héros profite de ses capacités, à savoir s'accrocher au mur et se servir de sa toile. Ça n'en reste pas moins un titre extrêmement exigeant. Il fera même une apparition dans la revanche de Shinobi, où il s'agit d'un des boss du jeu qui naturellement nous balance des toiles. Bon, ok, les débuts de Spider-Man dans le jeu vidéo sont assez chaotiques. On sent que le personnage se cherche entre jeux à scoring, jeux d'aventure, de combat, de réflexion, ou en simple antagoniste. Heureusement, en 1990, les choses vont changer, puisque LJN débarque. LJN, au départ, c'est une société de jouets, mais à partir de 1989, la firme est rachetée par Acclaim, qui ne s'en sert plus qu'en tant qu'éditeur de jeux vidéo. Mais pour quelle raison Acclaim, un éditeur de jeux vidéo, aurait besoin d'une autre firme pour éditer à nouveau? Eh bien, c'est la faute à la politique de Nintendo. Pour éviter les mauvais jeux faits à la va-vite, la firme impose aux éditeurs tierces pas plus de 5 jeux par an sur ses machines. Du coup, avec un autre nom, LJN, Acclaim peut publier davantage de jeux sur les consoles de Nintendo. D'ailleurs, bon nombre d'éditeurs utiliseront la même technique. Le truc, c'est que LJN est réputé aujourd'hui pour ses jeux à licence assez catastrophiques. Bah oui, quand il s'agit d'adapter un film, une BD ou autre en vite fait bien fait, Acclaim ne salit pas son nom et préfère inscrire sur ses jeux LJN et lui laisser récolter les colibets des joueurs. Si je vous dis vendredi 13, Roger Rabbit, Retour vers le futur, Beetlejuice, ça vous parle peut-être. Et bah tout ça on le doit à LJN et aussi tout un tas de jeux Spider-Man. Je crains le pire, mais allez, quand faut y aller, faut y aller. Le premier épisode est prévu pour la Game Boy et il s'agit d'un jeu d'action affreusement classique. Mary Jane a été kidnappée, Spider-Man part à sa recherche et les dialogues sont particuliers. Petite araignée, es-tu prêt pour un dernier métro? T'inquiète pas, petite queue. Ton dard n'est pas assez fort pour me stopper. Bon, bien sûr, on peut utiliser les capacités de Spider-Man et on progresse ainsi dans les niveaux. Et les ennemis sont pas très futés, suffit de leur passer derrière et pour eux, c'est comme si on avait disparu. C'est pas un mauvais jeu, mais ça sort pas véritablement de l'ordinaire et l'ennui pointe vite le bout de son nez. Ce sera la même chose avec les autres titres Game Boy. Dans le second épisode, on a un peu de réflexion, ce qu'on pourrait presque regretter. On récupère des objets, mais avec les graphismes de la Game Boy, on sait pas du tout de quoi il s'agit. Faut deviner que c'est un pied de biche, qui permet de forcer une barricade un peu plus loin. Le troisième épisode ressemble un peu plus au premier, si ce n'est que la vitesse d'animation est plutôt impressionnante, mais le gameplay, lui, toujours aussi perfectible. Et LJN ne va pas se contenter de la machine monochrome de Nintendo. Le retour des Sinistres 6 sort sur une NES en fin de vie. Le jeu est franchement joli et les mouvements de Spider-Man sont assez tape à l'œil. Et en plus de cela, il est ultra balèze. Quand il frappe un ennemi, il explose celui-ci en tout un tas de morceaux. Le jeu se compose de 6 niveaux qui se concluent toujours par un affrontement contre un des Sinistres 6. Le jeu s'en sort plutôt bien. On est loin d'atteindre la qualité d'un Batman, la faute à une certaine redondance et une difficulté un peu trop embutante. LJN poursuit pour la Super Nintendo avec un titre que j'ai détesté. Rien que ce premier niveau où il nous faut désamorcer des bombes dans un ordre très précis nous obligeant à faire d'innombrables allers-retours est des plus agaçants. Le fait de pouvoir contrôler les X-Men avec un style de jeu particulier en fonction du personnage que l'on incarne est une bonne idée mais toujours assez mal exploité.
Spider-Man et Venom Maximum Carnage est un beat'em all sympathique où originalité il est par moments possible d'incarner Venom, plus lent mais beaucoup plus puissant. Une suite permettra de jouer à deux simultanément. Et enfin une adaptation de la série animée sortie sur les écrans de télévision l'année précédente qui aura connu un véritable petit succès. Ce qui ne sera pas le cas de son adaptation, des niveaux labyrinthiques, des collisions mal gérées et puis des décors franchement déprimants entre laboratoire, égout, usine. Encore un titre à oublier. Wow. Bon, en même temps, avec LJN, fallait pas s'attendre à une révolution. Au moins, le personnage commence à trouver son style entre plateforme, action et beat'em all. Ce qui se confirme avec d'autres titres, puisque LJN n'est pas le seul à cette période à avoir réalisé des Spider-Man. Époque, on a développé un épisode pour la Super Nintendo, qui n'est sorti qu'au Japon, c'est vrai. Époque commercialise très rarement ses jeux à l'étranger. Et c'est à nouveau un beat'em all assez lent et à l'animation minimaliste. Il y a Sega aussi qui réalisera 3 titres avec l'homme araignée. À nouveau un beat'em all où Spider-Man est l'un des 4 personnages jouables. On retrouve ici la patte de Sega. Le titre est très agréable à prendre en main avec les fameux combos, les super pouvoirs qui retirent de la vie, et même certains niveaux où l'angle de vue se fait plus large pour s'approcher davantage de la plateforme. Enfin, un titre véritablement réussi. Aussi un jeu pour la Mega Drive, Spider-Man vs The Kingpin, avec un système de toile très réussi offrant de véritables sensations de vitesse. C'est aussi le titre où l'on s'approche le plus de Peter Parker, l'homme derrière le masque, puisqu'il faudra penser à prendre des photos qui nous rapporteront de l'argent, permettant d'investir dans des recharges de toile. Enfin, il y aura un épisode pour le Sega 32X, avec un objectif clair, profiter de son support pour en mettre plein la vue. En effet, l'animation impressionne, on voltige dans New York avec classe et agilité. Quelques effets sont tape à l'œil comme les flammes ou les explosions. Mais encore une fois, c'est bien la jouabilité qui fait défaut, les combats sont répétitifs face à des adversaires quasiment tous identiques. Les engins qui nous poursuivent constamment s'avèrent frustrants et les affrontements contre les boss n'apportent pas un réel intérêt. Bon, peut-être que comme pour Superman, Spider-Man n'est pas fait pour le jeu vidéo, voilà tout. On peut au moins se rassurer sur un point, LJN c'est terminé, puisque c'est un autre éditeur, et pas des moindres, qui va s'approprier les droits du personnage. Oui, je parle bien sûr d'Activision, qui prévoit un opus en 3D pour la PlayStation et la Nintendo 64. Et il y a un côté très enfantin avec Spider-Man qui commande sans arrêt ses actions et nous indique ce que nous devons faire. Je dois mettre la bombe dans un endroit très résistant. Un côté dessin animé aussi, puisque les missions sont constamment entrecoupées de cinématiques. Et vous savez quoi ? Eh bien ça fonctionne à merveille, pourtant Activision semble bien avoir jeté un œil sur les précédents opus et conserve ce mélange d'action, plateforme et beat'em all. Mais l'une des forces de ce jeu c'est d'avoir extrêmement bien géré cet univers 3D en le pensant de façon à ce que le joueur profite des capacités de Spider-Man. Jamais on n'avait senti une telle sensation de liberté en compagnie de l'homme araignée. Alors certes, c'est une succession de niveaux, son semblant de monde ouvert n'est qu'une illusion, il est impossible de descendre sur la route et les parcours sont en vérité très linéaires, mais cela ne se ressent nullement, on a l'impression de pouvoir se balader dans tout New York. Seulement, notre mission ou les diverses courses-poursuites ne nous laissent pas l'occasion de remarquer la linéarité du parcours. Le jeu joue donc à merveille avec les limitations techniques de l'époque. Les missions sont variées entre libérer des otages, désamorcer une bombe, fuir un poursuivant. On y prend un réel plaisir et les fans de Spider-Man voient enfin leurs attentes comblées et on a envie de dire ouf, il était temps. La critique et le public saluent le titre et un second épisode est mis en chantier. Il s'avérera légèrement décevant pour la simple raison que la claque du premier était telle qu'on s'attendait à un peu plus de nouveautés alors qu'il ne fait que reprendre fidèlement les bases de son prédécesseur, en conservant aussi quelques-uns de ses défauts comme le système de caméra assez capricieux et la durée de vie bien trop courte. Au rayon des nouveautés, on a à présent des missions dans les rues, on peut personnaliser son personnage et changer de costume, il est possible de viser manuellement avec la toile, les combos sont plus spectaculaires et Spider-Man a à présent des toiles sous les bras. Un jeu forcément puisqu'il s'agit du même système, tout aussi réussi que le premier. Les adaptations de ces titres sur Game Boy par Vicarious Vision sont nettement de moins bonne qualité. On revient à des jeux d'action classiques, des collisions toujours aussi mal gérées, des oiseaux qui nous empêchent de nous balancer avec notre toile, et j'en passe. Non, sur Game Boy Color, c'est le titre de Taurus Game, les Sinistres 6, qui vole des tours. Les niveaux sont extrêmement bien construits, pensés de façon très verticale, nous permettant d'utiliser notre toile tout en allant fouiner les souterrains et affronter les adversaires au sol. Peut-être le meilleur jeu 2D avec Spider-Man, enfin, il partage le podium avec le titre GBA, la menace de Mysterio. Graphiquement, le titre est magnifique, on pourrait presque dire bluffant via sa fluidité et son dynamisme. Pourtant, en termes de gameplay, ça reste très classique. Mais la réalisation technique est si bien maîtrisée qu'incarner Spider-Man en devient jouissif.
Laissons de côté les titres sur console portable. Un événement va bouleverser la vision qu'a le grand public de l'homme araignée. En 2001 sort sur les écrans de cinéma la toute première adaptation en film de Spider-Man, réalisée par Sam Raimi. C'est un immense succès pour beaucoup. C'est la première découverte de Peter Parker, ce jeune homme assez mal dans sa peau qui va se voir conférer un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Naturellement, Activision s'occupe de l'adaptation prévue pour les consoles nouvelle génération. Et la première chose qui nous vient à la bouche, c'est... Waouh, ça envoie. Le regret, c'est qu'on est toujours très proche de l'opus PS1. On retrouve la Spider-Boussole, les points d'interrogation bleus, les phases de combat qui n'ont pas véritablement changé, toujours cette incapacité à descendre dans les rues quand on est sur les gratte-ciel et inversement. Le titre n'en reste pas moins plaisant, reprenant la recette d'un concept qui fonctionne, avec un gameplay réussi et des phases de jeu variées. Le petit plaisir qu'on éprouve, c'est le fait cette fois-ci de pouvoir orienter sa voltige. Là où sur PS1, on allait juste tout droit. Ça donne des séquences aériennes bien plus immersives. Et Activision va nous prévoir notre épisode annuel de Spider-Man. Pour Spider-Man 2, basé sur le second film, c'est la révolution tant attendue. Fini le jeu découpé en plusieurs niveaux, système qui date tout de même de l'âge de pierre. Nous voilà dans un monde ouvert sur l'île de Manhattan où on se balade librement. On peut passer des toits au sol. Enfin, c'est bien sûr logiquement ce qu'attendaient les fans de Spider-Man. Alors je fais mon enquiquineur, mais précisons tout de même qu'en termes de monde ouvert, on est loin d'un GTA qui a sans conteste inspiré ce Spider-Man. Les quêtes annexes sont affreusement répétitives, on retrouve les mêmes passants qui nous réclament les mêmes services des dizaines de fois. Non, c'est bien l'aventure principale qui vaut le détour, et se balader librement avec Spider-Man est tout bonnement jouissif, sans conteste, l'un des meilleurs Spider-Man réalisés à ce jour. Activision poursuit avec son épisode annuel réalisé cette fois-ci en cel shading pour conférer au jeu un aspect bande dessinée. On conserve cependant le même système de jeu avec la possibilité cette fois-ci d'incarner Venom pour des phases de jeu un peu plus musclées. Une aventure très plaisante à parcourir pour laquelle on regrettera simplement une durée de vie affreusement courte. Pour l'adaptation de Spider-Man 3, on passe à la génération de consoles suivante, et on le ressent pas véritablement, les capacités de ces machines ne sont pas forcément exploitées à leur meilleur niveau. D'ailleurs, les phases de voltige sont étrangement moins sensationnelles, moins prenantes que pour les épisodes précédents, pas l'un des meilleurs opus. Spider-Man allié ou ennemi revient à du beat'em all classique, forcément avec ce genre de jeu, difficilement évitable, cela s'avère quelque peu répétitif, et on oublie donc les scènes de voltige au milieu de New York, regrettable. Le règne des ombres, et on sent que Mass Effect a fortement inspiré les développeurs en utilisant le symbiote, on peut contrôler Spider-Man noir et en faisant quelques choix moraux pencher davantage vers la justice ou vers l'ombre. Bon, l'impact sur le scénario est assez minime, Shattered Dimension reprend lui le côté infiltration de Batman Arkham Asylum, puis un épisode aux frontières du temps et de The Amazing Spider-Man, des titres sympathiques mais qui n'apporteront pas les claques que nous auront transmises les premiers opus PS1 et le second de la PlayStation 2. Spider-Man est un combattant, c'est le moins que l'on puisse dire, alors qu'il enchaînait les prestations assez médiocres, il s'est accroché et a fini par enfin captiver ses fans avec des épisodes tout à fait réussis. Le personnage a incontestablement profité de l'apparition de la 3D, alors que pour certains cela a marqué la chute de leur carrière, Spider-Man lui s'est émancipé de la claustrophobique et linéaire 2D. Les univers ouverts lui ont permis de profiter de ce qu'il sait faire de mieux, utiliser sa toile afin de voltiger de toit en toit. Ne nions pas non plus que la succession de LJN à Activision y est aussi pour quelque chose. Pourtant, il est vrai qu'il semblerait bien que ces dernières années, le personnage ait connu un léger essoufflement, mais vous connaissez à présent son aptitude à ne jamais lâcher prise. Sa carrière pourrait durer encore longtemps, puisque c'est Sony qui en a récupéré les droits et qui prépare un jeu pour 2018, qui, il faut bien le dire, met l'eau à la bouche. De là à dire qu'il s'agira d'un retour triomphal de l'homme araignée, il faudra attendre l'année prochaine pour savoir si ce sera le cas. En tout cas, une chose est certaine, s'il est réalisé par un studio compétent, comme ça a été le cas pour les bons opus que nous avons cités, Spider-Man a un réel potentiel dans le jeu vidéo, notamment avec son système de déplacement, basé sur les acrobaties et la voltige. Souhaitons à Spider-Man que sa carrière dure encore longtemps, avec, j'en suis certain, quelques titres qui marqueront à nouveau l'histoire du jeu vidéo. En attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découverte. Salut à tous!